Salut à tous, c'est pas Karim Debache. Souvent des jeunes qui passent leur journée derrière un écran à se goinfrer des motords. Il y a des gens qui donc regardent d'autres gens en train de jouer. Voilà. Pour vraiment rien avoir. Vous savez quoi. Voy a la playa de azul de la marea. Alors oui, parce que cette image est pathétique, ils ont des têtes d'abrutis, c'est terrifiant. Bon bref, on va pas s'étendre en vocabulaire moyante, alors on va s'attaquer tout de suite au sujet. L'histoire de la narration dans l'histoire des jeux vidéo. Par exemple, moi je suis universitaire. À l'université, on s'est d'abord intéressé par exemple aux jeux vidéo par l'axe narratif, c'est-à-dire on se disait ah ben oui, c'est un peu comme la littérature, notamment les jeux en mode texte, etc. On faisait des forts liens avec la littérature. Parce qu'on parlait pas de jeux vidéo, c'était vraiment trop indigne. On parlait de littérature ergodique. De fiction interactive. Une fois que le domaine du jeu vidéo c'est un peu est devenu un champ d'études à part entière, il y a eu le réflexe inverse qui est arrivé et des gens ont commencé à dire ah oui mais les jeux vidéo c'est tout sauf de la narration, c'est un système de règles et analyser le jeu vidéo comme une narration c'est complètement se tromper parce que le jeu vidéo c'est une nouvelle forme de représentation, c'est un système de simulation et simuler un univers c'est pas la même façon que de le raconter et donc ces gens-là ont dit non, c'est plutôt ce qu'on appelle les ludologues en fait, on dit ils s'opposaient à ce qu'on appelle les narratologues, donc les ludologues disent non plutôt le jeu vidéo c'est un système de règles et employer des outils qui ont été forgés pour d'autres médias pour l'analyser ou bien pour le concevoir, hein, c'est pas la bonne façon de faire. Il faut inventer notre propre théorie, nos propres façons d'analyser les choses. À mon avis, on peut avoir autre chose qu'une opposition manichéenne entre narration, enfin je te rejoins absolument là-dessus, narration et système ludique, système de règles. C'est l'article de Henry Jenkins qui s'appelle le game design comme architecture narrative. Et l'idée que défend Jenkins, c'est que les ludologues se plantent autant que les narratologues. Mais il reste la question de savoir qui sont ces gens, qui sont les ludologues et qui sont les narratologues. Eh bien, dans les faits, les narratologues n'existent pas vraiment. Personne ne considère le jeu vidéo juste comme une histoire. C'est que le jeu vidéo, c'est un jeu, certes, et en ce sens, on peut effectivement rapprocher Tomb Raider du jeu d'échecs, mais c'est aussi de la vidéo, et donc un contenu audiovisuel porteur de signes et de sens, comme le cinéma. Et qu'il peut y avoir une voie moyenne, et cette voie moyenne, c'est de reconnaître que les récits sont divers. C'est-à-dire que souvent, ce que l'on oppose à la possibilité qu'il y ait du récit ou de la narration dans les jeux vidéo, c'est l'idée que dans les jeux vidéo, il y aurait des embranchements, que dans les jeux vidéo, donc on pourrait faire des choix. Now let's see. Where was I? I wonder which way I ought to go. Les mécaniques de jeu qui sont toujours des prises de décision correspondent à ce que le sémiologue français Claude Brémond appelait la logique des possibles narratifs. Pour Brémond, toute narration s'articule autour d'un certain nombre d'options offertes au narrateur afin qu'il continue son développement. Tout commence par une tâche susceptible d'être assumée, d'un passage à l'acte ou d'une abstention, et du résultat de cet acte, qui est soit un échec, soit un succès. Alors que dans un récit classique, le récit serait nécessairement linéaire et toujours linéaire. Et ce qu'explique Jenkins, et je trouve ça assez malin, c'est de dire que même dans les formes culturelles classiques, le roman, la littérature, il existe ce qu'il appelle des récits par l'espace, c'est-à-dire des récits dans lesquels finalement c'est l'exploration d'un espace qui va amener les éléments d'information. Alors typiquement, enfin, il en donne quelques-uns d'exemples, l'Odyssée, la quête mythique ou le roman policier. Par exemple, dans le roman policier, vous avez une succession d'indices. Et c'est ce travail de prise d'indices, qu'après tout on pourrait faire peut-être dans un ordre différent, qui va amener à la construction de l'histoire, en tout cas du point de vue de celui qui lit. Un jeu comme Bioshock Infinite, au début, je me suis dit, tiens, c'est une application à l'ancienne du principe de narration par l'espace de Jenkins, c'est-à-dire que vous vous baladez dans un univers, vous avez à peu près, enfin, on ne vous dit pas exactement ce qu'il faut faire, vous avez des chemins multiples, et puis vous trouvez des éléments d'histoire que vous allez collecter, additionner, qui vont finir par faire sens. C'est une illustration de cette manière de raconter des histoires possibles en jeu vidéo.
il y a ce que le jeu va raconter, il y a ce que les joueurs se racontent avec le jeu. The third installment of the BioShock series moves from the underwater world of Rapture to the floating city, Columbia. A play on the United States Capitol, Columbia is a sort of floating Eden founded by a man named Zachary Hale Comstock. Comstock is a fictional stand-in for a 19th century New York political figure, Anthony Comstock, famous for his fight against obscenity and his rather prudish values. The Comstock character mirrors Anthony's public feud with noted anarchist Emma Goldman, who is doubled by Daisy Fitzroy. Comstock founds Columbia with the promise of providing a place for God's people, apart from the world of sinners and the Sodom below. And so our prophet led the people away from the Sodom below, up into the city, where they created an even more perfect union. Il y a une théorie, parmi les théories du cinéma, qui me semble extrêmement éclairante pour penser. Il y a énormément de questions sur la position du spectateur, la place du spectateur. Qui est un article de théoricienne féministe du cinéma qui s'appelle Linda Williams, à propos de ce qu'elle appelle les films de corps ou les body genres. La théorie des body genres, c'est de dire voilà des images mobiles, et la mobilité des images, en quelque sorte, se transfère sur le corps des spectateurs. C'est ça qui caractérise les body genres. Alors, je trouve ça extraordinaire, cette description, parce qu'évidemment, quand on me dit voilà un dispositif d'image où il y a des mouvements qui produisent des mouvements en retour chez ceux qui regardent. Ça décrit a priori quelque chose qui ressemble déjà beaucoup à la situation des jeux vidéo. Si on veut penser la relation jeux vidéo-cinéma, les jeux vidéo, c'est des films de corps. C'est-à-dire, c'est une certaine animation à l'écran qui suppose en retour un certain nombre de mouvements du côté du corps des spectateurs. Il y a ce que j'appelle moi un impératif d'action dans le jeu vidéo, et cet impératif d'action pour moi est très structurant dans la façon dont on va raconter une histoire ou faire passer des émotions ou transmettre un message. Par exemple, j'ai un collègue qui s'appelle Bernard Perron qui est spécialiste du jeu vidéo d'horreur, et lui il dit bah voilà, dans le jeu vidéo d'horreur, les émotions comme la peur, l'angoisse, la violence, ça s'adapte très bien à l'impératif d'action dans les jeux vidéo. En jeu vidéo, effectivement, on est dans cette mobilisation-là de « il va falloir que je sois prêt à répondre à des sollicitations qui vont arriver ». Il y a une certaine relation de corps à corps et de mouvement à mouvement. Bon. De quelle narration est-ce qu'on est en train de parler ? Est-ce qu'on parle de la narration habituelle, telle qu'elle est comprise habituellement, c'est-à-dire que c'est un auteur qui raconte son histoire à un spectateur qui la reçoit passivement, ou est-ce que c'est la narration qui est créée par quelqu'un qui agit dans un contexte et qui vit des choses et qui du coup se raconte une histoire ? Le jour suivant, j'avais fait du chemin. Heureux de voir que le créateur de ces lieux avait pris la peine d'aménager de coquets sentiers, je m'enhardissais. En tête, j'avais l'idée de fonder un campement, un vrai. J'avais de la pierre, du bois, et ces sinistres bovidés dont je n'osais m'approcher allaient me fournir du fertilisant, le plus rustique qui soit, le caca. Au nord de leur prairie s'étendait une forêt qui allait retenir mon attention. En son sein se côtoyaient les formes de vie les plus pittoresques qu'il m'avait été donné de rencontrer. Il y avait là des cochons hors normes, pareils à des hommes, vivant dans d'improbables mais néanmoins charmantes cahutes. Si on considère un peu qu'est-ce que la narration ? Il y a plein de définitions du terme de narration, et il faut essayer de trouver peut-être la bonne. Par exemple, une narration, il y a un chercheur qui s'appelle Greimas qui considère que une narration, c'est un sujet qui a un projet et qui va essayer de réaliser un projet parce qu'il a un désir, il souhaite acquérir un objet, et pour acquérir cet objet, il va passer par une série de conflits, d'accord ? Si on réfléchit un peu, cette définition-là de la narration, elle s'adapte tout à fait, par exemple, à la position du joueur. Il y a ce que le jeu va raconter, il y a ce que les joueurs se racontent avec le jeu. Et peut-être aussi pour ajouter là-dessus, parce qu'on parle de différents modes de narration, moi je fais aussi généralement la distinction entre ce que je vais appeler la narration autogénérative et la narration prescrite. C'est-à-dire dans la narration prescrite, c'est très généralement l'idée que les concepteurs ont déposé une histoire dans un jeu et que votre rôle, ça va être un peu de l'actualiser ou en tout cas de découvrir ses différents embranchements ou d'aller au point qu'on a voulu vous faire aller, etc. La narration habituelle, telle qu'elle est comprise habituellement, c'est-à-dire que c'est un auteur qui raconte son histoire à un spectateur. Ça, c'est un type de jeu. Après, la narration autogénérative, c'est plutôt l'idée de ce qu'on appelle, les concepteurs de jeux vidéo appellent les jeux bac à sable, un peu à la Minecraft, c'est-à-dire
Il n'y a pas de narration prescrite, mais en revanche, la narration va naître des actes du joueur. La narration qui est créée par quelqu'un qui agit dans un contexte et qui vit des choses. La narration comme théorie de l'action, comment le jeu vidéo, et le jeu au sens large, de toute façon, permet de penser justement cette dynamique de l'action. Qui du coup se raconte une histoire. C'est-à-dire, à chaque nouvelle partie, il va raconter une nouvelle histoire, et ce qui est important dans ces jeux-là, c'est pas tant de réfléchir en termes de narration d'une histoire, plutôt que ce que moi j'appelle des éléments de narrativisation. C'est-à-dire, c'est des éléments qui, justement, tu as dit, le jeu vidéo, c'est l'exploration d'un espace. Dans l'espace, qu'est-ce qui va faire naître des actions du joueur, une narration, et en tout cas une histoire qu'il va réussir à raconter. Pour prendre un exemple très simple, dans Counter-Strike, c'est la forme du niveau qui va faire qu'à chaque nouvelle partie, les joueurs vont avoir une petite histoire à se raconter entre eux, et les éléments de narrativisation, c'est quoi ? Dans Counter-Strike, ça va être la place des otages, ça va être l'endroit où les contre-terroristes vont apparaître, ça va être la forme même du niveau qui va permettre d'orienter plus ou moins l'action et qui va faire qu'à chaque fois qu'ils vont agir, finalement, une nouvelle histoire va être à raconter ou va se générer. Voilà. Donc il y a une narration qui vient du haut vers le bas, et puis il y a une narration qui va du bas vers le haut. Et c'est cette narration bottom-up qui est la narration vraiment des jeux vidéo. La personne qui conçoit ou qui met en place les systèmes qui permettent de générer cette narration bottom-up, c'est le game designer.